Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, c'est mieux. Comment vous allez? Je m'installe, hein, désolé. J'ai beaucoup hésité à lancer le live ce soir, tellement j'ai chaud. Je me suis dit, bon, je live pas, je ne sais pas. Étant donné que, voilà, on peut pas streamer à poil sur Twitch, bizarrement. C'était... je crois. Ça. C'est ok, ça va le faire. Je suis désolé, j'ai pas fait de live dimanche parce qu'il y avait un chez moi et je pouvais pas live ni prendre le risque. Du coup, me voilà aujourd'hui et il n'y aura pas de live non plus dimanche prochain en ASMR en tout cas, puisque je serai sur Sea of Thieves en live. Du coup, voilà. Check mes cheveux en même temps, ça va pas du tout, mais bon. Nous étions rendus au chapitre 15. Chapitre 15 du coup. La grande inquisitrice de Poudlard. Le lendemain, il s'attendait à devoir éplucher soigneusement la Gazette du Sorcier pour y trouver l'article dont Percy avait parlé dans sa lettre. Mais à peine le hibou livreur de journaux s'était-il envolé de la cruche de lait sur laquelle il était venu se poser, qu'Hermione fit un bond sur sa chaise. Elle étala aussitôt le journal sur la table, montrant une grande photo de Dolores Ombrage qui souriait largement et clignait lentement des yeux sous la manchette. Le ministère veut réformer l'éducation. Dolores Ombrage nommée grande inquisitrice. Ombrage, grande inquisitrice, murmura Harry d'un air sombre, sa tartine à moitié mangée, le glissant des doigts. Qu'est-ce que ça veut dire? Hermione lut à haute voix. Dans une initiative inattendue, le ministère de la Magie a publié hier soir un nouveau décret qui lui permettra d'exercer un contrôle sans précédent sur l'école de sorcellerie Poudlard. Depuis un certain temps déjà, les responsables du ministère étaient de plus en plus préoccupés par certains agissements qu'on pourrait observer à Poudlard, nous a déclaré Percy Weasley, le jeune assistant du ministre. Il s'agit aujourd'hui de répondre aux inquiétudes exprimées par des parents alarmés qui sentent que l'école prend une direction qu'on ne saurait approuver. Ce n'est pas la première fois, ces dernières semaines, que le ministre Cornelius Fudge établit de nouvelles lois pour améliorer le fonctionnement de l'école de sorcellerie. Déjà, le 30 août dernier, le décret d'éducation numéro 22 établissait que, dans le cas où l'actuel directeur ne serait pas en mesure de proposer un candidat à un poste d'enseignant, le ministère serait chargé de choisir lui-même la personne qualifiée. C'est ainsi que Dolores Ombrage a pu être nommé professeur à Poudlard, indique Weasley. Dumbledore était incapable de trouver quelqu'un. Le ministre a donc choisi Ombrage qui, bien entendu, a remporté un succès immédiat. A remporté quoi? S'exclama Harry. Attends, ça continue, dit Hermione d'un air lugubre. Un succès immédiat. Elle a en effet totalement révolutionné l'enseignement de la défense contre les forces du mal et a pu fournir au ministre des informations recueillies sur le terrain à propos de ce qui se passe réellement dans l'école. C'est cette dernière fonction que le ministère a désormais officialisée grâce au décret d'éducation numéro 23 qui crée à Poudlard le poste de grands inquisiteurs, en l'occurrence de grande inquisitrice. Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante dans le projet du ministère de traiter concrètement le problème de ce que certains appellent la baisse de niveau à Poudlard, souligne Weasley. L'inquisitrice aura le pouvoir d'inspecter ses collègues enseignants et de veiller ainsi à ce qu'ils se montrent à la hauteur de leur tâche. Le professeur Ombrage... c'est quoi ça, moustique, ça? Je l'ai perdu, merde. Désolé, hein, ici, pas de pitié pour les moustiques. Le professeur Ombrage s'est vu offrir ce poste en plus de celui d'enseignante, et nous avons le très grand plaisir de vous annoncer qu'elle a accepté d'en assumer la responsabilité. Ces nouvelles initiatives ont reçu le soutien enthousiasme des parents d'élèves de Poudlard.
Je me sens beaucoup plus tranquille maintenant que je sais que Dumbledore est soumis à une évaluation juste et objective de la façon dont il exerce ses fonctions, nous a ainsi déclaré Lucius Malfoy, 41 ans, que nous avons pu joindre hier dans son manoir du Wiltshire. Nombre de parents d'élèves, soucieux des intérêts de leurs enfants, se sont inquiétés de certaines décisions excentriques de Dumbledore au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que le ministère surveille la situation de près. Parmi ces décisions excentriques, on rappellera diverses nominations dont nous avons déjà fait état dans ces colonnes, notamment celle du loup-garou Rémus Lupin, du demi-géant Rubeus Hagrid et de l'ex-aurore paranoïaque Maugrey Foleuil. Les rumeurs ne manquent pas, bien sûr, pour affirmer qu'Albus Dumbledore, autrefois Manitou suprême de la Confédération internationale des sorciers et président sorcier du Macmagot, n'est plus en état de diriger la prestigieuse école de Poudlard. Je pense que la nomination de l'inquisitrice est un premier pas pour garantir à l'avenir que Poudlard sera dirigé par quelqu'un en qui nous pourrons avoir toute confiance, nous a déclaré hier soir un membre du ministère. Deux juges du Macmagot, Griselia Marchbank et Tiberius Ogden, ont démissionné pour protester contre la décision du poste de grand inquisiteur à Poudlard. Poudlard est une école, pas un poste avancé du capitaine de Cornelius Fudge, affirme Mrs. Marchbank. Il s'agit une fois de plus d'une tentative abjecte de discréditer Dumbledore. Pour plus de détails concernant les liens présumés de Mrs. Marchbank avec des groupes subversifs de gobelins, voir page 17. Hermione acheva sa lecture puis regarda Harry et Ron assis en face d'elle. Maintenant, on sait pourquoi on a cet ombrage sur le dos. Fudge avait passé un décret d'éducation et nous l'a imposé. Et à présent, elle a le pouvoir d'inspecter les autres profs. Les yeux d'Hermione étincelaient et sa respiration était accélérée. Et bonsoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je n'arrive pas à y croire, c'est absolument scandaleux. Je sais bien, dit Harry. Il regarda sa main crispée sur la table et distingua les contours blanchâtres des mots qu'Ombrage l'avait forcé à graver dans sa chair. Un sourire était cependant apparu sur le visage de Ron. « Qu'est-ce qu'il y a » s'étonnèrent Harry et Hermione en se tournant vers lui. « J'ai hâte de voir McGonagall inspecter, dit-il d'un ton joyeux. Ombrage ne verra pas le coup venir. »« Allez, venez, dit Hermione en se levant d'un bond. On ferait bien d'y aller. Si elle inspecte Binns, il ne faut pas qu'on soit en retard. » Mais le professeur Ombrage n'inspecta pas les cours d'histoire de la magie, qui fut tout aussi ennuyeux que le lundi précédent. Elle ne se montra pas davantage dans le cachot de Rogue lorsqu'ils arrivèrent pour leur double cours de potions, où le devoir de Harry sur la pierre de lune lui fut rendu avec un grand dé aux angles pointus griffonnés dans le coin supérieur. « Je vous ai mis les notes que vous auriez eues si vous aviez rendu ces copies-là à l'épreuve des puces, dit Rogue, avec un sourire narquois, tandis qu'il passait à tendre les tables pour distinguer les devoirs corrigés. Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Voilà qui devrait vous donner une idée assez réaliste de ce qui vous attend le jour de l'examen. Rogue revint à l'autre bout de la salle et se tourna face aux élèves. La moyenne générale de ce devoir se situe à des profondeurs abyssales. Si ce sujet vous avait été soumis à l'examen, la plupart d'entre vous auraient été recalés. J'espère que vous ferez un plus grand effort pour votre devoir de cette semaine, qui profitera sur les divers types d'antidiotes au venin. Sinon, je serai obligé de donner des retenues aux ânes qui n'arrivent pas à obtenir plus qu'un dé. Il eut un petit rire lorsque Malfoy murmura assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Ah tiens, il y en a qui ont eu un dé. » Harry vit qu'Hermione lui jetait un regard en biais pour voir quelle note il avait obtenue. Il se hâta de glisser son devoir dans son sac, en songeant qu'il valait mieux que cette information reste confidentielle. Décidé à ne pas donner à Rogue un prétexte pour lui faire rater sa potion du jour, Harry lut et relut, ligne à ligne, les
les instructions inscrites au tableau avant de les mettre en pratique. Sa solution de force n'avait certes pas la couleur turquoise de celle d'Hermione, mais au moins elle était bleue et non pas rose comme celle de Neville. À la fin du cours, il alla en remettre un flacon à Rogue avec un sentiment mêlé de soulagement et de défi. « C'était moins terrible que la semaine dernière, non ?» dit Hermione lorsqu'ils montèrent les escaliers qui menaient au hall d'entrée pour aller déjeuner dans la grande salle. « Et les devoirs n'étaient pas si mal que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Voyant que ni Ron ni Harry ne répondirent, elle poursuivit. « Je veux dire, bon, d'accord, je ne m'attendais pas à avoir la note maximum, surtout s'il note comme obuse, mais déjà, obtenir une note passable à ce stade, c'est quand même encourageant, vous ne trouvez pas ?» Harry imita un bruit de gorge qui n'engageait rien à rien. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent se passer entre maintenant et le jour de l'examen. Nous avons tout le temps de faire des progrès. Mais les notes qu'on obtient aujourd'hui sont une sorte de base sur laquelle on peut construire quelque chose. Ils s'assirent ensemble à la table des Gryffondor. Évidemment, j'aurais été enchanté si j'avais obtenu un O. Hermione, dit sèchement Ron, si tu veux savoir quelle note on a eue, tu n'as qu'à le demander. Oh, je voulais pas, enfin, si vous avez vraiment envie de me le dire. Moi, j'ai eu un P, dit Ron, en se servant d'un bol de soupe. Alors, heureuse. Il n'y a pas de quoi avoir honte, dit Fred. Il venait d'arriver en compagnie de George et de Lee Jordan, et s'assit à la droite de Harry. C'est très bien, mon vieux, un P. Mais P, Hermione, ça signifie piètre, oui, acheva Lee Jordan. Mais c'est toujours mieux que D, qui veut dire désobligeant. Harry sentit le rouge lui monter aux joues et se mit à tousser, en faisant semblant d'avoir avalé de travers. Lorsqu'il reprit contenance, il s'aperçut à son grand regret qu'Hermione continuait sur sa lancée. Alors, les meilleures notes, disait-elle, c'est O pour optimal et ensuite A. Non, E, rectifie George. E pour effort exceptionnel. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que Fred et moi aurions dû avoir un E dans toutes les matières, parce que le simple fait de nous présenter aux examens constituait en soi un effort exceptionnel. Tout le monde éclata de rire, à l'exception d'Hermione, qui insista pesamment. Alors, après le E, il y a le A pour acceptable, et c'est la dernière note qui permet de passer, c'est ça? Ouais, dit Fred. Il trempait un petit pain entier dans la soupe et l'avala d'un coup. Après c'est P pour piètre, Ron leva les bras en signe de triomphe. Et D pour désolant. Il y a aussi D, lui rappela George. D, s'inquiétait Hermione, l'air effaré. Encore pire que D. Qu'est-ce qui peut bien être pire que D? Le D pour troll, répondit George. Ah, éclata de rire à nouveau, bien qu'il ne sût pas très bien si George plaisantait ou pas. Il s'imagina essayant de cacher à Hermione qu'il avait obtenu un D pour toutes ses épreuves de buse et résolut aussitôt de travailler davantage. « Vous avez déjà eu un cours, inspectez-vous » demanda Fred. « Non » répondit aussitôt Hermione. « Et vous ?» Juste avant le déjeuner, dit George. « Sortilège. » Comment ça s'est passé demandèrent ensemble Harry et Hermione. Fred haussa les épaules. Pas trop mal. Ombrage était tapis dans un coin et griffonnait sur un bloc-notes. Tu connais Flitwick? Il la traitait comme si c'était une invitée. Ça n'avait pas l'air de le déranger le moins du monde. Elle n'a pas dit grand-chose, simplement posé quelques questions à Alicia sur la façon dont se passent les cours d'habitude. Alicia a répondu qu'ils étaient toujours intéressants et ça s'est arrêté là. Je ne vois pas comment on pourrait donner une mauvaise note à ce vieux Flitwick, dit George. En général, ces élèves sont toujours reçus aux examens. Vous savez qui cet après-midi demanda Fred à Harry. Trelawney. Elle, c'est sûr qu'elle mérite un thé. Et Ombrage aussi. Écoute, sois gentil et contrôle tes nerfs avec Ombrage aujourd'hui, d'accord, dit George. Angelina va devenir cinglée si jamais tu rates encore une séance d'entraînement. Mais Harry n'eut pas à attendre le cours de défense contre les forces du mal pour revoir le professeur Ombrage. Assis tout au fond de la classe de divination, plongée comme d'habitude dans la pénombre, elle sortait de son
sac le journal de ses rêves, lorsque Ron lui donna un coup de coude dans les côtes. Il regarda autour de lui et vit le professeur Ombrage qui émergeait de la trappe du sol. Les élèves qui bavardaient allègrement se turent aussitôt. La chute brutale du niveau sonore éveilla l'attention du professeur Trelawney, occupé à distribuer des exemplaires de l'Oracle des rêves. Bonjour, professeur Trelawney, dit Ombrage avec son large sourire. Je pense que vous avez dû recevoir mon petit mot, celui dans lequel je vous indiquais le jour et l'heure de mon inspection. Le professeur Trelawney hocha sèchement la tête, puis, l'air très mécontent, tourna le dos au professeur Ombrage et continua de distribuer ses livres. Toujours souriante, Ombrage saisit le dossier du fauteuil le plus proche, qu'elle emporta à l'autre bout de la classe pour s'installer à quelques centimètres derrière celui du professeur Trelawney. Puis, elle s'assit, prit son bloc-notes dans son sac à fleurs et attendit que le cours commence. Les mains légèrement tremblantes, le professeur Trelawney resserra ses châles autour d'elle et contempla la classe à travers les énormes verres grossissants de ses lunettes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude des rêves prémonitoires, dit-elle avec une courageuse tentative pour retrouver ses habituelles tonalités mystiques, bien que sa voix fût quelque peu chevrotante. Répartissez-vous en équipe de 2, s'il vous plaît. À l'aide de l'oracle, vous échangerez vos interprétations de vos visions nocturnes les plus récentes. Elle voulut retourner vers son fauteuil, mais quand elle vit le professeur Ombrage assise juste derrière, elle bifurqua aussitôt vers la gauche, en direction de Parvati et Lavande, qui s'étaient déjà lancés dans une grande discussion autour du dernier rêve de Parvati. Harry ouvrit son exemplaire de l'oracle des rêves et observa Ombrage à la dérobée. Elle écrivait déjà sur son bloc-notes. Quelques minutes plus tard, elle se leva et se mit à arpenter la pièce dans le sillage de professeur Trelawney, écoutant sa conversation avec les élèves, posant une question de ci, de là. Harry pencha brusquement la tête sur son livre. « Pense vite à un rêve, dit-il à Ron, au cas où le vieux crapaud viendrait par ici. Je l'ai déjà fait la dernière fois, protesta Ron, c'est à toi d'en trouver un. Je n'ai aucune idée, dit Harry d'un ton désespéré. Il ne se souvenait pas d'avoir rêvé de quoi que ce soit dans un des jours précédents. Je vais dire que j'ai rêvé que je noyais Rogue dans son chaudron. Oui, ça ira. Ron pouffa de rire et ouvrit son oracle des rêves. Ok, alors il faut additionner ton âge et la date où tu as fait le rêve. Puis, ajouter le nombre de lettres du sujet. C'est quoi le sujet du rêve à ton avis? Noyade, chaudron ou Rogue? Ça ne fait rien n'importe lequel, dit Harry, en risquant un coup d'œil derrière lui. Le professeur Ombrage se tenait à présent à côté du professeur Trelawney et prenait des notes, tandis que celle-ci posait des questions à Neville sur son journal des rêves. « À quelle date as-tu rêvé ça ?» demanda Ron, plongé dans ses calculs. « Je ne sais pas, la nuit dernière ou n'importe quand, » répondit Harry, qui essayait d'entendre ce qu'Ombrage disait au professeur Trelawney. Elle n'était plus qu'à une table de distance à présent. Le professeur Ombrage nota à nouveau quelque chose sur le professeur Trelawney et le professeur Trelawney parut très irrité. « Dites-moi, demanda Ombrage en levant les yeux vers Trelawney. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste exactement? Le professeur Trelawney se renfrogna, les bras croisés, les épaules voûtées, comme si elle cherchait à se protéger le mieux possible de l'indignité d'une telle inspection. Après un bref silence au cours duquel elle parut estimer que la question n'était pas offensante au point de refuser d'y répondre, elle déclara avec une profonde amertume. Près de 16 ans. Une longue période, commenta le professeur Ombrage en écrivant quelque chose dans son bloc-notes. Et donc, c'est le professeur Dumbledore qui vous a nommé. Exact, répondit sèchement Trelawney. Le professeur Ombrage écrivit à nouveau. Vous êtes une arrière petite fille de la célèbre voyante Cassandra Trelawney. Oui, répondit le professeur Trelawney.
en redressant un peu la tête. Encore quelques mots jetés sur son bloc-notes. Mais je crois, vous me corrigerez si je me trompe, que vous êtes la première dans la famille depuis Cassandra à avoir le don de double vue. Ces choses-là sautent souvent 3 générations, assura le professeur Trelawney. Le sourire de crapaud du professeur Ombrage s'élargit. Bien sûr, dit-elle d'une voix douce en écrivant encore quelques mots. Alors, peut-être, pourriez-vous me prédire quelque chose? Toujours souriante, elle la regardait d'un air interrogateur. Le professeur Trelawney se raidit, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, répondit-elle, en serrant son châle d'un geste convulsif autour de son cou décharné. J'aimerais bien que vous me fassiez une prédiction, dit très clairement le professeur Ombrage. À présent, Harry et Ron n'étaient plus les seuls à regarder et écouter discrètement derrière leurs livres. La plupart des élèves fascinés observaient à l'interrompu le professeur Trelawney qui s'était redressé de toute sa taille. Excusez-moi, je me fais attaquer par un moustique en même temps. De toute sa taille, ses colliers et ses bracelets de perles s'entrechoquant bruyamment. Le troisième œil ne voit pas sur commande, déclara-t-elle scandalisée. Je comprends, dit le professeur Ombrage à mi-voix, en prenant encore quelques notes. Mais attendez, dit soudain le professeur Trelawney. Elle fit une tentative pour reprendre son habituel ton enterré. Mais ses accents mystiques étaient cachés par la colère qui faisait trembler sa voix. Je crois que je vois quelque chose qui vous concerne, vous. Oui, je sens quelque chose de sombre, une très grave menace. Le professeur Trelawney pointa son index tremblant sur le professeur Ombrage, qui continuait de lui sourire aimablement, les sourcils levés. J'ai bien peur que vous ne soyez en grand danger, acheva le professeur Trelawney d'un ton dramatique. Il eut un silence. Le professeur Ombrage continuait de hausser les sourcils. Bien, dit-elle à voix basse en écrivant encore sur son bloc-notes. Si vous ne pouvez pas faire mieux. Elle se détourna, laissant le professeur Trelawney planté sur place, la respiration haletante. Harry croisa le regard de Ron et vit tout de suite qu'il pensait la même chose que lui. Tous deux savaient que le professeur Trelawney n'était qu'une vieille farceuse, mais il éprouvait par ailleurs une telle aversion pour Ombrage qu'il se sentait entièrement de son côté. Jusqu'au moment où elle se précipita sur eux quelques secondes plus tard. Alors, dit-elle avec une brusquerie inhabituelle, en claquant des doigts sous le nez de Harry, montrez-moi un peu le journal de vos rêves, je vous prie. Lorsqu'elle eut donné de toute la force de sa voix son interprétation personnelle des rêves de Harry, dont chacun, même celui dans lequel il mangeait du porridge, annonçait apparemment une mort atroce et prématurée, il éprouva beaucoup moins de sympathie à son égard. Pendant tout ce temps, le professeur Ombrage était resté tout près et continuait d'écrire sur son bloc-notes. Quand la cloche retentit, elle fut la première à descendre l'échelle d'argent, et 10 minutes plus tard, elle s'attendait au cours de défense contre les forces du mal. À leur entrée dans la classe, elle chantonnait et souriait seule. Harry et Ron racontèrent à Hermione, qui venait du cours d'arithmancie, ce qui s'était passé en divination. Entre-temps, tout le monde avait sorti son livre sur la théorie des stratégies de défense magique, et avant qu'Hermione ait pu poser la moindre question, le professeur Ombrage avait demandé le silence qu'elle obtint aisément. « Rangez vos baguettes, ordonna-t-elle avec un sourire. Les quelques élèves suffisamment optimistes pour les avoir sortis durent les remettre tristement dans leur sac. Puisque nous avons fini de lire le premier chapitre au cours précédent, je voudrais maintenant que vous ouvriez vos livres à la page 19 et
que vous commenciez la lecture du chapitre 2, la théorie de défense, les plus connus et les plus dérivés. Bien entendu, il sera inutile de bavarder. Approuvant toujours son large sourire satisfait, elle s'assit à son bureau. La classe tout entière laissa échapper un long sourire parfaitement audible et se reporta d'un mouvement à la page 19. Harry se demanda d'un air d'ennui si le livre contenait suffisamment de chapitres pour qu'il puisse passer tout le cours de l'année à le lire. Il s'apprêtait à consulter la table des matières lorsqu'il vit qu'Hermione avait de nouveau levé la main. Le professeur Ombrage l'avait vue, elle aussi, et apparemment, elle avait une stratégie face à ce genre d'éventualité. Au lieu de regarder ailleurs, comme si elle n'avait rien remarqué, elle se leva et s'approcha de la table d'Hermione. Puis, elle se pencha vers elle et murmura, de telle sorte que le reste de la classe ne puisse l'entendre. « Qu'y a-t-il cette fois, Miss Granger ?»« J'ai déjà lu le chapitre 2, répondit Hermione. « Dans ce cas, passez donc au chapitre 3. Celui-là aussi, je l'ai lu. En fait, j'ai lu tout le livre. » Le professeur Ombrage cligna des yeux, mais elle reprit aussitôt contenance. « Très bien, dans ce cas, vous devriez pouvoir me répéter ce qu'Esquive dur dit des contre-maléfices au chapitre 15. » « Il dit que le terme de contre-maléfice est impropre, répondit immédiatement Hermione, et que les gens donnent le nom de contre-maléfice à leurs propres maléfices pour les rendre plus acceptables. » Le professeur Ombrage haussa les sourcils, et Harry vit qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être impressionnée. « Mais moi je ne suis pas d'accord, poursuivit Hermione. Les sourcils du professeur se levèrent un peu plus haut, et son regard devint nettement plus froid. « Vous n'êtes pas d'accord ?» Non, dit Hermione, qui, à l'inverse d'Ombrage, ne murmurait pas et parlait d'une voix claire et forte qui avait attiré l'attention de toute la classe. « Monsieur Esquive-dur n'aime pas les maléfices, mais moi, je pense qu'ils peuvent se révéler très utiles lorsqu'on les utilise pour se défendre. »« Ah, vraiment, voyez-vous cela ?» répliqua le professeur Ombrage. Elle avait oublié de murmurer et s'était redressée. « Et bien que je crains que ce ne soit l'opinion de monsieur Esquive-dur et non la vôtre qui importe dans cette classe, Miss Granger. »« Mais, commença Hermione, ça suffit, coupa le professeur Ombrage. » Elle revint vers son bureau et se tourna face aux élèves. L'enjouement dont elle avait fait étalage jusqu'à présent avait totalement disparu. « Miss Granger, dit-elle, j'enlève 5 points à la maison Gryffondor. » Des marmonnements s'élevèrent aussitôt dans toute la classe. « Et pourquoi ?» demanda Harry avec colère. « Ne t'en mêle pas, lui murmura précipitamment Hermione. Pour avoir perturbé mon cours avec des interruptions intempestives, répondit le professeur Ombrage de sa voix doucereuse. Je suis ici pour vous apprendre à utiliser une méthode approuvée par le ministère qui ne nécessite aucunement que les élèves donnent leurs opinions sur des sujets auxquels ils ne comprennent pas grand-chose. Vos professeurs précédents vous ont peut-être accordé une plus grande licence, mais comme aucun d'entre eux n'aurait passé avec succès l'épreuve de l'inspection, à part le professeur Quirrell qui, au moins, serait limité à l'étude des sujets adaptés à l'âge de ses élèves. Ah oui, c'est ça, c'était un grand professeur Quirrell, l'interrompit Harry à voix haute. Son seul petit défaut, c'est qu'il avait Lord Voldemort collé à l'arrière de la tête. Cette déclaration fut suivie d'un des silences les plus assourdissants que Harry ait jamais entendus. Puis, je crois qu'une autre semaine de retenue vous fait plus grand bien, monsieur Potter, dit Ombrage d'une voix onctueuse. Merci pour le nouveau follow, c'est très gentil. La coupure sur la main de Harry avait à peine eu le temps de guérir, que le lendemain matin, elle saignait à nouveau. Il ne s'était pas plaint pendant la retenue du soir, toujours décidé à ne pas donner satisfaction à Ombrage. Inlassablement, il avait écrit « Je ne dois pas dire de mensonges », sans qu'aucun son ne s'échappe de ses lèvres, bien que sa blessure devienne de plus en plus profonde à chaque lettre qu'il
conséquence de cette deuxième semaine de retenue fut, comme George l'avait prédit, la réaction d'Angelina. Elle l'intercepta au moment où ils arrivaient à la table de Gryffondor pour le petit déjeuner du mardi, et se mit à crier si fort que le professeur McGonagall quitta la table des enseignants pour se précipiter vers eux. Miss Johnson, comment osez-vous faire un tel vacarme dans la grande salle? 5 points de moins pour Gryffondor. Mais, professeur, il s'est encore arrangé pour avoir une retenue. Qu'est-ce que c'est que ça, Potter? Demanda sèchement le professeur McGonagall. Qui vous a donné une retenue? Le professeur Ombrage, marmonna Harry, qui évitait soigneusement les yeux perçants du professeur McGonagall, encadrés de leurs lunettes carrées. Êtes-vous en train de me dire, répondit-elle en baissant la voix pour que les curieux assis derrière eux à la table des serres d'aigle ne puissent l'entendre, que malgré mon avertissement de lundi dernier, vous avez de nouveau perdu votre calme dans la classe du professeur Ombrage? Oui, grommela Harry, les yeux fixés sur le sol. Potter, vous devez vous ressaisir. Vous vous exposez à de sérieux ennuis. Encore 5 points de moins pour Gryffondor. Mais que non, professeur, s'exclama Harry, furieux de cette injustice. J'ai déjà été puni par elle. Pourquoi en plus nous enlever des points? Parce que les retenues ne semblent avoir aucun effet sur vous, répliqua le professeur McGonagall d'une voix tranchante. Non, plus un mot de protestation, Potter. Quant à vous, Miss Johnson, vous êtes pris à l'avenir de limiter vos performances vocales au terrain de Quidditch si vous ne voulez pas courir le risque de perdre votre poste de capitaine de l'équipe. Le professeur McGonagall retourna à grands pas à sa table. Angelina lança à Harry un regard de profond dégoût, puis s'éloigna tandis qu'il se laissait tomber sur le banc, à côté de Ron. Il était furieux. Elle nous enlève des points parce que je me suis fait charcuter la main tous les soirs. C'est juste ça, hein, c'est juste. Je sais, mon vieux, je sais, répondit Ron d'un ton compatissant en servant à Harry quelques tranches de bacon. Elle est complètement à côté de la plaque. Hermione, la Gazette du Sorcier s'en dira un mot. Toi, tu penses que McGonagall a raison, c'est ça? Dit Harry avec colère, en s'adressant à la photo de Cornelius Fudge, étalée à la une, derrière laquelle se cachait Hermione. J'aurais mieux aimé qu'elle ne t'enlève pas de points, mais je crois qu'elle a raison. De t'inciter à garder ton calme avec ombrage, répondit la voix d'Hermione tandis que Fudge gesticulait avec force lorsqu'il prononçait son discours. Harry n'adressa plus la parole à Hermione pendant tout le cours de sortilège. Mais lorsqu'ils entrèrent dans la classe de Métamorphose, il oublia qu'il était fâché avec elle. Le professeur Ombrage était assise avec son bloc-notes dans un coin de la salle et cette vision chassa aussitôt de son esprit le souvenir du petit déjeuner. Parfait, tandis qu'ils s'asseyèrent à leur place habituelle. Ombrage va enfin avoir ce qu'elle mérite. Le professeur McGonagall s'avança dans la classe sans manifester la moindre signe indiquant qu'elle avait remarqué la présence du professeur Ombrage. Bien, ça suffit, dit-elle, et le silence se fit aussitôt. Monsieur Finnegan, ayez la gentillesse de venir prendre les devoirs corrigés que vous distribuerez à vos camarades. Miss Brown, s'il vous plaît, prenez cette boîte de souris. Allons, ne soyez pas stupides, elles ne vous feront aucun mal. Vous en donnez une à chaque élève. Dit le professeur Ombrage, avec cette même petite toux stupide qui avait interrompu Dumbledore le soir de la rentrée. Le professeur McGonagall ne lui accorda aucune attention. Seamus rendit son devoir à Harry, qui le prit sans lever les yeux vers lui, et vit à son grand soulagement qu'il avait réussi à obtenir un A. J'ai raté moustique. Et j'ai perdu la ligne. Non, c'est bon. Alors, écoutez-moi bien, tous. Dites Thomas, si vous refaites ça à cette souris, vous aurez une retenue. La plupart d'entre vous sont parvenus à faire disparaître leurs escargots, et même ceux à qui il restait un peu de coquille ont compris l'essentiel du sortilège. Aujourd'hui, nous allons... dit le professeur Ombrage.
professeur McGonagall qui se tourna vers elle, les sourcils si rapprochés qu'elle semblait former une seule ligne, longue et rigide. J'étais en train de me demander, professeur, si vous aviez reçu mon petit mot vous indiquant le jour et l'heure de mon inspect. Bien sûr que je l'ai reçu. Sinon, je vous aurais demandé ce que vous faisiez de ma classe, répliqua le professeur McGonagall, en tournant résolument le dos au professeur Ombrage. De nombreux élèves échangèrent des regards réjouis. Comme je le disais, nous allons pratiquer aujourd'hui une disparition plus difficile, celle d'une souris, le sortilège de disparition. Je ne vois pas très bien, dit le professeur McGonagall avec une colère froide. Comment vous espérez vous faire une idée de mes méthodes d'enseignement si vous persistez à m'interrompre sans cesse? En règle générale, je ne permets à personne de parler en même temps que moi. On aurait dit que le professeur Ombrage venait de recevoir une gifle. Elle ne répondit pas un mot, mais ajusta son parchemin sur son bloc-notes et se mit à écrire frénétiquement. L'air suprêmement indifférent, le professeur McGonagall s'adressa à nouveau à la classe. Comme je le disais, le sortilège de disparition devint d'autant plus difficile que l'animal à faire disparaître est plus complexe. L'escargot, qui n'est qu'un simple invertébré, ne présente pas d'obstacle majeur, mais une souris, qui est un mammifère, offre une plus grande résistance. Ce n'est donc pas un acte magique qu'on peut accomplir en pensant à ce qu'on va manger le soir. Alors maintenant, vous connaissez l'incantation. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Et après, elle viendra encore me faire des sermons, pour dire que je dois garder mon calme, avec Ombrage, murmura Harry à Ron. Mais cette fois, il souriait. Sa colère contre le professeur McGonagall s'était entièrement dissipée. Le professeur Ombrage ne suivit pas le professeur McGonagall dans toute la classe, comme elle l'avait fait avec le professeur Trelawney. Sans doute se rendait-elle compte que McGonagall ne l'aurait pas toléré. Elle prit cependant beaucoup de notes sans quitter le coin où elle était assise, et lorsque leur professeur annonça aux élèves qu'ils pouvaient ranger leurs affaires, elle se leva avec une expression sinistre. « C'est quand même un début, dit Ron. Il tenait entre ses doigts une longue queue de souris qui se tortillait et la laissa tomber dans la boîte que Lavande passait entre les rangées. Alors qu'il sortait de la classe en file indienne, Harry vit le professeur Ombrage s'approcher du bureau. Il donna un coup de coude à Ron, qui en donna un autre à Hermione, et tous trois s'attardèrent délibérément pour entendre ce qu'ils se disaient. « Depuis combien de temps enseignez-vous à Poudlard » demanda le professeur Ombrage. « Ça fera 39 ans, décembre, la vache » répondit le professeur McGonagall avec brusquerie, en fermant son sac d'un coup sec. Le professeur Ombrage écrivit quelque chose. « Très bien, vous recevrez les résultats de votre inspection dans un délai de 10 jours. Je les attends avec impatience, répliqua le professeur McGonagall avec une froide indifférence, avant de se diriger à grands pas vers la porte de la salle. « Dépêchez-vous tous les trois, ajouta-t-elle en poussant Harry, Ron et Hermione devant elle. Harry ne put s'empêcher de lui adresser un léger sourire, et il aurait juré qu'elle le lui avait rendu. Il avait pensé que la prochaine fois qu'il verrait Ombrage, ce serait le soir, à l'heure de sa retenue, mais il se trompait. Lorsqu'ils traversèrent les pelouses en direction de la forêt pour assister au cours de soins aux créatures magiques, ils la retrouvèrent, elle et son bloc-notes, attendant aux côtés du professeur Copeblanche. « D'habitude, ce n'est pas vous qui assurez ce cours, c'est bien cela » entendit Harry, alors qu'ils arrivaient devant la table à tréteaux sur laquelle les Boctrucs captifs s'agitaient en tous sens à la recherche de cloportes, telles des branches dénouées de vie. « C'est bien cela, répondit le professeur Copeblanche. Les mains derrière le dos, elle se balançait d'avant en arrière. Je remplace le professeur Hagrid en son absence. Harry échangea des regards inquiets avec Ron et Hermione. Malfoy chuchotait avec Crabbe et Goyle. Il serait certainement ravi de saisir cette occasion pour raconter des histoires sur Hagrid et une représentante du ministère. Dit le professeur Ombrage. Elle baissa la voix, mais Harry parvint quand même à l'entendre clairement.
Je me demande, le directeur semble étrangement réticent lorsque je lui pose des questions à ce sujet. Mais vous pourriez me dire la raison de cette absence très prolongée du professeur Hagrid? Harry vit Malfoy lever les yeux d'un air avide. Bien peur de ne pas pouvoir vous répondre, dit le professeur Cope-Blanche d'un air jovial. Je n'en sais pas plus que vous sur la question. Reçu un hibou de Dumbledore, est-ce que je voulais un travail d'enseignante pendant 2 semaines? J'ai accepté. Voilà tout ce que je sais. Bon, alors je commence. Oui, je vous en prie, dit le professeur Ombrage en écrivant sur son bloc-notes. Ombrage adopta une autre méthode durant ce cours. Elle se promenait parmi les élèves en leur posant des questions sur les créatures magiques. La plupart donnèrent les bonnes réponses et le moral de Harry remonta quelque peu. Au moins la classe faisait honneur à Hagrid. Après avoir longuement interrogé Dean Thomas, le professeur Ombrage retourna à côté du professeur Cope-Blanche. D'une manière générale, dit Ombrage, en tant que membre provisoire de l'équipe pédagogique, un observateur objectif en quelque sorte. Comment trouvez-vous Poudlard? Pensez-vous bénéficier d'un soutien suffisant de la part de la direction? Ah oui, Dumbledore est un excellent directeur, répondit le professeur Cope-Blanche avec chaleur. Je suis très heureuse de la façon dont les choses sont organisées, vraiment très heureuse. Avec un air d'incrédulité polie, Ombrage écrit un mot sur son bloc-notes et poursuivit. Qu'est-ce que vous avez l'intention d'étudier cette année avec cette classe, en supposant bien sûr que le professeur Hagrid ne revienne pas? Oh, je leur ferai faire un tour d'horizon des créatures qui reviennent le plus souvent aux épreuves des buses, répondit le professeur Cope-Blanche. Il ne reste plus grand-chose. Ils ont déjà vu les licornes et les nifleurs. Je pensais ajouter les porlocs et les flaireurs, leur apprendre à reconnaître les groupes et les noueux. Voilà. Au moins, vous semblez savoir ce que vous faites, remarqua le professeur Ombrage, en traçant une croix bien nette sur son bloc-notes. Harry n'aimait pas la façon dont elle avait exsulté le vous. Et il aimait encore moins la question qu'elle posa ensuite à Goyle. J'ai entendu dire qu'il y a eu des blessés dans cette classe. Goyle eut un sourire stupide et Malfoy s'empressa de répondre à sa place. C'est moi qui ai été blessé, dit-il. Un hippogriffe m'a fait une entaille au bras. Un hippogriffe, s'exclama le professeur Ombrage. Elle se mit soudain à griffonner avec frénésie sur son bloc-notes. C'est simplement parce qu'il a été trop bête pour écouter ce que Hagrid lui a dit, intervint Harry avec colère. Ron et Hermione poussèrent tous deux un gémissement. Le professeur Ombrage tourna lentement la tête vers Harry. Voilà qui nous fera une soirée de retenue supplémentaire, dit-elle à mi-voix. Eh bien, merci, professeur Cope-Blanche. Je n'ai plus besoin de rien. Vous recevrez les résultats de votre inspection dans un délai de 10 jours. C'est parfait, répondit le professeur Cope-Blanche. Et Ombrage s'éloigna sur la pelouse en direction du château. Ce soir-là, il était presque minuit lorsque Harry quitta le bureau du professeur Ombrage. Sa main saignait tellement à présent que le foulard dont il l'avait entouré était taché de sang. À son retour, il s'attendait à voir la salle commune vide, mais Ron et Hermione l'avaient attendu. Il fut content de les retrouver, surtout qu'Hermione était disposée à se montrer plus compatissante que critique. « Tiens, dit-elle, en poussant vers lui un petit bol rempli d'un liquide jaune. Trempe ta main dedans. C'est une solution filtrée de tentacules de muralpe marinée. Ça devrait te faire du bien. » Harry plongea sa main douloureuse et ensanglantée dans le bol et éprouva bientôt une merveilleuse sensation de soulagement. Battant s'enroula autour de ses jambes en ronronnant bruyamment, puis sauta sur ses genoux et s'y installa. « Merci, dit-il avec une reconnaissance en grattant derrière les oreilles avec sa main gauche. « Je pense toujours que tu devrais te plaindre auprès de quelqu'un, dit Ron à voix basse. »« Non, répondit Harry d'un ton catégorique. McGonagall serait folle de rage si elle savait ça. »« Oui, sans doute, dit Harry.
Et combien de temps crois-tu qu'il faudrait à Ombrage pour faire passer un nouveau décret stipulant que quiconque se plaindra de la grande inquisitrice sera immédiatement renvoyé? Ron ouvrit la bouche, mais aucune réplique ne lui vint à l'esprit, et il finit par la refermer, débité. Cette bonne femme est abominable, dit Hermione d'une petite voix. Abominable. Tu sais, j'étais justement en train de dire à Ron au moment où tu es arrivé. Il faudrait qu'on fasse quelque chose à son sujet. Je suggère le poison, dit Ron d'un air lugubre. Non, je voulais dire quelque chose par rapport à ces cours, où on n'apprend rien du tout pour se défendre, dit Hermione. Qu'est-ce qu'on y peut? Dit Ron en bâillant. Trop tard, non. Elle a décroché le poste, et elle est là pour longtemps. Fudgy veillera. En fait, risqua Hermione, je me disais ce matin. Elle jeta un coup d'œil un peu inquiet à Harry, puis se lança. Je me disais que le moment est peut-être venu de faire les choses nous-mêmes. Nous-mêmes, répéta Harry, d'un ton soupçonneux, sa main flottant toujours dans l'essence de la tentacule de Murulp. Oui, apprendre la défense contre les forces du mal par nous-mêmes, reprit Hermione. Qu'est-ce que tu racontes? Grogna Ron. Tu veux nous donner du travail en plus? Est-ce que tu te rends compte que Harry et moi, on a encore pris du retard dans nos devoirs et qu'on n'est plus qu'à la 2e semaine? Oui, mais ça c'est beaucoup plus important que les devoirs, dit Hermione. Harry et Ron la regardèrent avec les yeux ronds. Je ne savais pas qu'il y avait dans tout l'univers quelque chose de plus important que les devoirs, dit Ron. Ne sois pas stupide. Bien sûr que si, répliqua Hermione. Harry vit alors avec un sentiment d'appréhension que son visage s'était soudain animé d'une ferveur semblable à celle que lui inspirait généralement l'évocation de la SALE. Il s'agit de nous préparer, comme l'a dit Harry au premier courant d'ombrage, à ce qui nous attend dehors, de faire en sorte que nous puissions véritablement nous défendre si nous n'apprenons rien pendant une année entière. On n'arrivera pas à grand-chose tout seul, soupira Ron d'un ton accablé. Oh, bien sûr, on peut toujours aller à la bibliothèque pour étudier des maléfices et essayer de les appliquer. Non, cette fois je suis d'accord. Nous avons dépassé le stade où l'on apprend des choses dans les livres, dit Hermione. Il nous faut un professeur, un vrai, qui sache nous montrer comment utiliser les sortilèges et nous corriger en cas d'erreur. Si tu penses à Lupin, commença Harry. Non, je ne pense pas à Lupin, coupa Hermione. Il est trop occupé avec l'ordre et de toute façon, nous ne pourrions le voir que pendant nos week-ends après Hollard, ce qui ne serait pas du tout suffisant. Alors qui? Demanda Harry, les sourcils foncés. Hermione poussa un soupir. C'est évident, non, dit-elle. Je veux parler de toi, Harry. Il y eut un moment de silence. Une légère brise nocturne fit vibrer les carreaux de la fenêtre. Derrière Ron, et les flammes vacillèrent dans la cheminée. De moi, à propos de quoi? Interrogea Harry. De toi, comme professeur de défense contre les forces du mal. Harry la contempla avec les yeux ronds. Puis, il se tourna vers Ron, prêt à échanger avec lui un de ces regards exaspérés que lui inspirait Hermione quand elle se lançait dans des projets extravagants tels que la SALE. Mais à la grande consternation de Harry, Ron n'avait pas du tout l'air exaspéré. Le front légèrement plissé, il semblait réfléchir. C'est une idée, dit-il. Qu'est-ce qui est une idée, dit Harry. Toi, répondit Ron, qui devient notre professeur. Mais Harry souriait à présent, certain que les deux autres lui faisaient marcher. Mais je ne suis pas professeur, je ne peux pas. Harry, tu es toujours le meilleur en cours de défense contre les forces du mal, dit Hermione. Moi, s'étonna-t-il, en souriant de plus en plus. Bien sûr que non, tu m'as battu à tous les examens. Non, ce n'est pas vrai, répliqua froidement Hermione. Tu m'as battu en 3e année. C'est la seule année où on est tous les deux passé l'examen avec un professeur qui savait de quoi il parlait. Mais il ne s'agit pas d'examen, Harry. Pense plutôt à ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais finalement que je n'ai pas très envie d'avoir comme prof quelqu'un
Première année, tu as sauvé la pierre philosophale des mains de tu sais qui. Simple coup de chance, dit Harry. Ce n'était pas mon habilité personnelle. Deuxième année, l'interrompit Ron. Tu as tué le basilic et anéanti Jeu du sort. Oui, mais si Vimsec n'avait pas été là, Troisième année, poursuivit Ron, en élevant la voix. Tu as affronté une centaine de détraqueurs à la fois. Là encore, un coup de chance, si le retourneur de temps n'avait. L'année dernière, reprit Ron, qui criait presque à présent. Tu as combattu tu sais qui, une nouvelle fois. Écoutez-moi, s'exclama Harry, presque avec colère. Ron et Hermione avaient maintenant un petit rire moqueur. Vous m'écoutez, oui, ça paraît très bien quand vous en parlez comme ça, mais c'était uniquement de la chance. La moitié du temps, je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais rien pris. J'ai simplement improvisé comme je le pouvais, et j'ai presque toujours eu de l'aide. Et Hermione continuait de ricaner, et Harry sentit sa colère monter. Il ne savait d'ailleurs pas très bien pourquoi il était si furieux. Ne restez pas là à sourire, comme si vous saviez tout mieux que moi, dit-il en s'emportant. C'est moi qui étais là-bas, non? Je sais très bien ce qui s'est passé. Et si j'ai réussi à faire tout ça, ce n'est pas parce que j'étais brillant en défense contre les forces du mal, mais parce que j'ai reçu aide au bon moment, ou parce que j'avais bien deviné. Croyez-moi, j'ai complètement pataugé. Je n'avais aucune idée de ce qui se faisait. Et arrêtez de rigoler. Le bol d'essence de Muralab, mais je vais jamais le dire ce truc. Murlap tombait à terre et se brisa. Harry se rendit compte qu'il était debout alors qu'il ne se souvenait pas de s'être levé. Patoron fila se réfugier sous le canapé. Le sourire de Ron et d'Hermione avait disparu. Vous ne savez pas ce que c'est. Ni l'un ni l'autre, vous n'avez eu à l'affronter. Vous pensez qu'il suffit de se souvenir de quelques sortilèges et de lui jeter la figure comme si on était en classe. Tout le temps, vous êtes face à lui. Vous savez qu'entre vous les morts, il n'y a rien. Rien d'autre que votre cerveau, vos tripes ou je ne sais quoi. Si vous pouvez réfléchir normalement, quand on sait que dans une fraction de seconde, on va se faire tuer, torturer ou voir ses amis mourir. Ils ne nous ont jamais appris ça en classe. Ce que nous devons affronter ce genre de choses. Et vous deux, vous êtes là à faire comme si j'étais un brave garçon bien intelligent sous prétexte que je suis vivant. Comme si Tigori, lui, n'était qu'un idiot qui a raté son coup. Vous n'y comprenez rien. J'aurais très bien pu mourir à sa place. C'est ce qui s'est passé si Voldemort n'avait pas eu besoin de moi. On n'a rien dit de tout ça, mon vieux, se défendit Ron, effaré. Et on n'a jamais pris Tigori pour... Et on ne s'en est jamais pris à Tigori, pardon. Pas du tout, tu te trompes complètement. Il jeta un regard désemparé à Hermione qui paraissait pétrifiée. Harry, dit-elle timidement, tu ne comprends donc pas. C'est exactement pour ça qu'on a besoin de toi. On a besoin de savoir comment c'est de l'affronter, d'affronter Voldemort. C'était la première fois de sa vie qu'elle prononçait le mot de Voldemort, et ce fut cela, plus que tout le reste, qui parvint à calmer Harry. La respiration toujours saccadée, il se laissa retomber dans son fauteuil et reprit conscience de l'horrible douleur qui lui transperçait la main. Il regretta alors d'avoir renversé le bol d'essence de Muralp. Écoute, pense-y, dit Hermione à voix basse, s'il te plaît. Harry ne trouva rien à répondre. Il avait déjà honte de s'être emporté et elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, sans très bien savoir à quoi. Hermione se leva. Bon, je vais me coucher, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre la plus naturelle possible. Bonne nuit. Ron s'était levé à son tour. Tu viens demanda-t-il maladroitement à Harry. Oui, répondit Harry. Dans une minute. Le temps de nettoyer ça. Il montra le bol fracassé par terre. Ron fit un signe de tête et s'en alla. Riparo marmonna en pointant sa baguette magique sur les morceaux de porcelaine. Ils se recollèrent aussitôt, revint un bol tout neuf, et il était impossible d'y remettre l'essence du Muralp.
si fatiguée qu'il fut tenté de rester sur son fauteuil et d'y dormir. Elle se força quand même à se lever et suivit Ron dans l'escalier. Cette fois encore, son sommeil agité fut ponctué de rêves peuplés de longs couloirs et de portes verrouillées. Lorsqu'il se réveilla le lendemain, il ressentit à nouveau des picotements le long de sa cicatrice. Je bois un coup, j'arrive. Il fait tellement chaud, je ne peux plus. J'habite pour ce soir. À la tête, alors chapitre 16, pardon. À la tête de sanglier. Pendant 2 semaines, Hermione ne parla plus de son idée d'organiser de leçons de défense contre les forces du mal avec Harry comme professeur. Les retenues de Harry avec Ombrage s'étaient finalement terminées. Il se demandait cependant si les mots inscrits au dos de sa main s'effaceraient jamais complètement. Ron avait participé à 4 séances d'entraînement de Quidditch, dont les 2 dernières s'étaient déroulées sans que personne ne lui hurle des choses désagréables, et tous les 3 étaient parvenus à faire disparaître leurs souris au cours de métamorphose. Hermione réussit même à faire disparaître des chatons. Enfin, le sujet fut à nouveau abordé à la fin de septembre, un soir où le vent hurlait en rafales déchaînées. Assis tous les 3 à une table de la bibliothèque, ils étudiaient des ingrédients pour une potion de rogue. Je me demandais, dit soudain Hermione, si tu as repensé au cours de défense contre les forces du mal, Harry. Bien sûr, répondit Harry d'un air grognon. Difficile d'oublier avec cette harpie qu'on a comme prof. Je voulais dire l'idée qu'on avait eue, Ron et moi. Ron lui jeta un regard à la voix et menaçant. Elle lui répondit par un pincement de sourcils. Bon, d'accord, l'idée que j'ai eue de te demander de nous donner toi-même des leçons. Harry ne répondit pas tout de suite. Il fit semblant de lire attentivement une page des antivenins asiatiques pour ne pas avoir à dévoiler ce qu'il avait en tête. Il y avait en effet longuement réfléchi au cours des 15 jours précédents. Parfois, l'idée lui semblait absurde, tout comme le premier soir où Hermione l'avait suggéré. Mais, à d'autres moments, il s'était surpris à penser au sortilège qui lui avait été le plus utile dans ses diverses rencontres avec des créatures maléfiques ou des mange-morts. En fait, il avait préparé inconsciemment un programme de cours. Oui, bon, j'y ai un peu pensé, dit-il lentement, lorsqu'il lui devint impossible de prétendre se passionner plus longtemps pour les antivenins asiatiques. Et alors, dit Hermione avec avidité. Je ne sais pas, répondit Harry, qui essayait de gagner du temps. Il regarda Ron. Bon, j'ai tout de suite trouvé que c'était une bonne idée, dit Ron, qui semblait plus enclin à participer à la conversation, maintenant qu'il était sûr de ne plus voir Harry se mettre en colère. Harry, mal à l'aise, se trémoussa sur sa chaise. Vous m'avez bien écouté quand je vous ai dit qu'il y avait une énorme part de chance dans tout ça. Oui, Harry, dit Hermione avec douceur, mais ce n'est pas une raison pour prétendre que tu n'es pas doué pour la défense contre les forces du mal, parce que tu as ce don, c'est incontestable. L'année dernière, tu as été la seule personne à pouvoir résister complètement au sortilège de l'Imperium. Tu es capable de produire un Patronus. Tu sais faire toutes sortes de choses dont même des sorciers d'Ashmur sont incapables. Victor m'a toujours dit. Ron tourna la tête vers elle si brusquement qu'il semblait avoir attrapé un torticolis. « Quoi ?» s'exclama-t-il en se massant la nuque. « Qu'est-ce qu'il a dit, Vicky ?»« Oh là là !» répondit Hermione d'une voix lasse. Il a dit que Harry savait faire des choses que lui-même ne connaissait pas, et pourtant il était en dernière année à Durmstrang. Ron la regarda d'un air soupçonneux. « Tu n'as pas gardé de contact avec lui quand même. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça te ferait ?» répliqua sèchement Hermione. Bien que son teint ait viré au rose, j'ai le droit d'avoir un correspondant. Si je... Il ne voulait pas seulement être ton correspondant, s'écria Ron d'un ton accusateur.
Hermione hocha la tête d'un air exaspéré, et sans s'occuper de Ron qui continuait de la fixer, elle reprit à l'adresse de Harry. Alors, qu'en penses-tu? Tu veux bien nous donner des cours? Simplement, à toi et à Ron, on est d'accord? Hop, dit Hermione qui parut à nouveau un peu inquiète. Désolé, moustique encore. Ne commence pas à monter sur tes grands chevaux, s'il te plaît, mais je crois que tu devrais accepter comme élève tous ceux qui veulent apprendre. Tu comprends? Il s'agit de nous défendre contre Voldemort. Ron, arrête du ridicule. Ce ne serait pas juste si l'on ne donnait pas la même chance à d'autres. Harry réfléchit un moment puis répondit. Mais à part vous, je ne pense pas que qui que ce soit ait envie de suivre mes cours. Je suis cinglé, ne l'oubliez pas. Je crois que tu serais surpris de voir combien de gens ont envie d'entendre ce que tu as à dire, assura Hermione d'un air très sérieux. Elle se pencha vers lui. Ron, qui continuait de la regarder les sourcils froncés, se pencha à son tour pour écouter. Tu sais que notre première sortie après aura lieu le premier week-end d'octobre. Qu'en penserais-tu si nous disions à tous ceux qui sont intéressés de nous retrouver au village pour qu'on puisse en parler? Pourquoi faut-il le faire dehors de l'école? demanda Ron. Parce que, dit Hermione en revenant au schéma de chou, mordeur de Chine, qu'elle était en train de copier, je ne pense pas qu'Ombrage serait ravie si elle découvrait ce qu'on prépare. Harry attendait avec impatience la sortie après Olar, mais quelque chose le tracassait. Sirius avait gardé un silence total depuis qu'il était apparu dans la cheminée au début du mois de septembre. Harry savait qu'il l'avait mis en colère en le conjurant de ne pas venir, mais parfois il craignait que Sirius oublie toute prudence et vienne quand même. Que ferait-il si le grand chien noir se mettait à gambader vers eux, dans la grande rue de Préolard, peut-être sous le nez même de Draco Malfoy? On ne peut pas lui en vouloir d'avoir envie de se promener, remarqua Ron, lorsque Harry lui fit part de ses appréhensions. Il a été en fuite pendant plus de 2 ans, et je me doute que ça ne devait pas être très drôle. Coucou Pikachu, comment ça va? Et voilà que maintenant, il est enfermé en permanence avec cet elfe épouvantable. Hermione lança à Ron un regard sévère, mais il ne releva pas l'insulte faite à créature. L'ennui, dit-elle, c'est que jusqu'à ce que Voldemort, Ron, ça suffit, je t'en prie, ce monde a découvert, Sirius devra rester caché. Ce stupide ministère ne voudra pas admettre que Sirius est innocent, tant qu'il ne leur pas accepté le fait que, depuis le début, Dumbledore disait la vérité à son sujet. Quand ces idiots partiront à nouveau à la chasse aux mange-morts, ils s'apercevront enfin que Sirius n'en est pas un. Déjà, pour commencer, il ne porte pas la marque des ténèbres. Je ne crois pas qu'il soit assez bête pour se montrer, dit Ron d'un ton rassurant. Dumbledore serait furieux s'il faisait une chose pareille, et Sirius écoute ce que dit Dumbledore, même si ce qu'il entend ne lui plaît pas. T'inquiète pas, ça va passer vite, Pika, t'as rendez-vous à quelle heure déjà? Voyant que Harry n'était toujours pas rassuré, Hermione ajouta. Écoute, on a sondé les gens pour voir qui pourrait avoir envie de suivre des vrais cours de défense contre les forces du mal, et nous avons rencontré 2 ou 3 personnes intéressées. Nous leur avons dit de venir nous retrouver après Olar. Très bien, dit Harry d'un air absent, l'esprit toujours occupé par Sirius. Ne t'inquiète pas pour lui, Harry, dit Hermione à voix basse. Tu as suffisamment de pain sur la planche, sans avoir besoin d'ajouter Sirius. Elle avait raison, bien sûr. Il avait déjà assez de mal à faire ses devoirs à temps, même si les choses allaient mieux depuis qu'il n'était plus obligé de passer ses soirées en retenue avec Ombrage. Ron avait encore plus de retard dans son travail, car, outre les séances d'entraînement, auxquelles il se rendait 2 fois par semaine avec Harry, il lui fallait également remplir ses devoirs de préfet. Hermione, en revanche, bien qu'elle eût choisi davantage d'options qu'eux, avait non seulement fini tous ses devoirs, mais trouvait encore le temps de tricoter des vêtements pour les elfes. Harry dut reconnaître qu'elle avait fait des progrès. À présent, on pouvait presque toujours distinguer les chapeaux des chaussettes.
ça va passer vite, je pense, Picard. Ça devrait le faire. Le matin du jour où il devait aller à Poudlard, le vent soufflait, mais le ciel était clair. Après le petit déjeuner, ils firent la queue devant le bureau de Rusard, qui cochait les noms sur la longue liste d'élèves autorisés par leurs parents ou leurs tuteurs à se rendre au village. Avec un petit pincement au cœur, Harry songea que sans Sirius, il n'aurait pas le droit d'y aller du tout. Lorsqu'il arriva devant Rusard, le concierge renifla longuement, comme s'il essayait de détecter une odeur particulière. Puis, il hocha brièvement la tête, en faisant trembler ses bajoux, et Harry put partir et descendre les marches de pierre dans l'air frais ensoleillé. Pourquoi Rusard te reniflait comme ça demanda Ron, tandis qu'Harry et Hermione... Attendez, tandis qu'avec Harry et Hermione, ils avançaient tout droit, d'un pas vif le long de la grande allée qui menait au portail. J'imagine qu'il essayait de détecter une odeur de bombe à pouce, reprit Harry avec un petit rire. J'avais oublié de vous dire. Il leur raconta l'histoire de la lettre expédiée à Sirius et de l'irruption que Rusard, quelques secondes plus tard, exigeant de lire ce qu'il avait envoyé. Un peu surpris, il s'aperçut qu'Hermione trouvait l'anecdote très intéressante et semblait y attacher beaucoup plus d'importance que lui. Il a dit qu'on lui avait signalé que tu commandais des bombes à pouce. Mais qui lui a signalé? Je ne sais pas, répondit Harry en haussant les épaules. Peut-être Malfoy, pour faire une blague. Ils passèrent entre les deux grands piliers de pierre, surmontés de sangliers ailés, et tournèrent à gauche sur la route du village, le vent rabattant leurs cheveux sur leur visage. Malfoy, dit Hermione d'un air sceptique. Oui, peut-être. Et elle resta plongée dans ses pensées, jusqu'à ce qu'ils eurent atteint les abords de Préolard. Où va-t-on demanda Harry, aux 3 balais. Oh non, dit Hermione. Dit Hermione qui sortit de sa rêverie. C'est toujours plein de monde et beaucoup trop bruyant. Je suis désolée, je me fais agresser par un moustique, j'ai du mal à rester concentré. J'ai dit aux autres de nous retrouver à la tête du sanglier. C'est un autre pub, vous savez, celui qui n'est pas sur la grande rue. Je crois que l'endroit est un peu, comment dire, un peu louche, mais généralement les élèves de Poudlard n'y vont pas. Alors, je pense que nous ne risquons pas d'être entendus par des oreilles indiscrètes. Ils avancèrent le long de la grande rue et passèrent devant le magasin de farce et attrape de Zonko, où ils ne furent pas surpris de voir Fred, George et Lee Jordan, puis devant le bureau du professeur, du bureau de base, où tout les hiboux s'envolaient à un particulier. Ils s'engagèrent dans la rue latérale, au bout de laquelle se trouvait un petit auberge. Une vieille enseigne en bois, suspendue à une potence de fer rouillé, montrait la tête d'un sanglier qui imbibait de sang le linge blanc sur lequel elle était posée. À mesure qu'ils s'approchaient, ils entendaient l'enseigne grincer dans le vent. Arrivés devant la porte, tous 3 hésitèrent un moment. Bon, dit Hermione d'une voix légèrement inquiète. Harry entra le premier. Le décor n'avait rien à voir avec celui des 3 balais, dont la vaste salle, aux lueurs chaleureuses, donnait une impression de propreté et de confort. Celle de la tête du sanglier était petite, miteuse, grasseuse et imprégnée d'une forte odeur qui faisait penser à des chèvres. Les fenêtres enseillies étaient tellement incrustées de saleté que la lumière du jour avait du mal à le traverser. Le seul éclairage provenait de bouts de chandelle posés sur la table en bois dur. À première vue, le sol semblait en terre battue, mais en posant le pied dessus, Harry s'aperçut qu'il y avait de la pierre sous les couches de salissure qui paraissaient s'être accumulées depuis des siècles. Harry se souvint que Hagrid lui avait parlé d'un bar malfamé lors de sa première année à Poudlard. Il y a des tas de gens un peu bizarres dans ce pub, avait-il dit, en lui expliquant comment il avait gagné un œuf de dragon à un étranger au visage dissimulé sous un capuchon. À l'époque, Harry avait trouvé curieux que l'étranger ait gardé son capuchon sur la tête tout au long de leur rencontre.
Il constatait à présent que se cacher le visage était une sorte de mode dans ce pub. Accoudé au comptoir, un homme avait la tête entièrement entourée de bandages grisâtres de saleté, ce qui ne l'empêchait pas d'avaler à travers une de pratiquer sa bouche vers d'une substance rougeoyante, d'où s'élevaient des volutes de fumée. Deux silhouettes ensevelies sous d'épais capuchons étaient assises à une table devant l'une des fenêtres. On aurait pu croire qu'il s'agissait de détraqueurs s'il ne les avait pas entendus parler avec un fort accent du Yorkshire. Dans un coin sombre, près de la cheminée, s'était installée une sorcière enveloppée d'un voile noir et épais qui lui tombait jusqu'aux pieds. On ne distinguait que le bout de son nez qui formait une légère bosse sous le voile. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui nous convient, Hermione marmonna, tandis qu'ils s'avancèrent vers le comptoir. Il regardait en particulier la sorcière entièrement voilée. Tu ne crois pas qu'Ombrage pourrait se cacher là-dessous? Hermione évalua d'un coup d'œil la silhouette qui lui désignait. Ombrage est plus petite que cette femme, dit-elle à voix basse. Et d'ailleurs, même si Ombrage venait ici, elle ne pourrait rien dire parce que j'ai vérifié à plusieurs reprises dans le règlement de l'école et nous ne sommes pas hors des limites autorisées. J'ai demandé au professeur Flitwick si les élèves pouvaient venir à la tête du sanglier. Il m'a répondu oui, mais m'a fortement conseillé d'apporter nos propres verres. J'ai aussi lu et relu tout ce que j'ai trouvé sur le sujet et on a parfaitement le droit d'étudier ou de travailler sur des devoirs en groupe. Mais je ne pense pas pour autant que ce soit une bonne idée d'afficher ce que nous avons l'intention de faire. Non, répondit Harry d'un ton sec. Surtout qu'il ne s'agit pas vraiment de devoir. Le barman sortit d'une arrière-salle et s'approcha d'eux en marchant gras. C'était un vieil homme à l'air revêche, avec une imposante barbe grise et de longs cheveux de la même couleur. Il était grand et mince, et Harry eut la vague impression de l'avoir déjà vu. « Quoi ?» grogna-t-il. « 3 bières au beurre, s'il vous plaît, dit Hermione. » L'homme tendit la main sous le comptoir et en retira 3 bouteilles très sales et couvertes de poussière qu'il posa bruyamment devant eux. « 6 morning, annonça-t-il. « Je m'en charge, dit précipitamment Harry, en lui donnant les pièces d'argent. Le regard du barman se promenait sur le visage de Harry, s'attardant une fraction de seconde sur sa cicatrice. Puis, l'homme se détourna et déposa l'argent dans une antique caisse enregistreuse en bois dont les tiroirs s'ouvrirent automatiquement. Harry, Ron et Hermione s'éloignèrent du bar pour aller s'installer à la table la plus éloignée, en jetant des regards autour d'eux. L'homme au bandage grisâtre martela le comptoir avec la jointure de ses doigts, et le barman lui servit un autre verre, rempli du même liquide fumant. « Tu sais quoi ?» murmura Ron en contemplant le bar d'un air enthousiaste. « On pourrait commander tout ce qu'on veut ici. Je parie que ce type serait prêt à nous vendre n'importe quoi, et il s'en ficherait. J'ai toujours voulu goûter du whisky pur feu. »« Tu es préfet ?» gronda Hermione. « Ah, c'est vrai. » Et son sourire s'effaça. « Alors, qui doit nous rejoindre ?» demanda Harry. Il arracha la capsule rouillée de sa bouteille et but une gorgée de bière au beurre. « Oh, juste 2 ou 3 personnes, répéta Hermione, qui consulta sa montre et jeta un œil inquiet en direction de la porte. « Je leur avais dit de venir à peu près à cette heure-ci, et je suis sûre qu'ils savent où ça se trouve. Ah, regardez, c'est sûrement eux. » La porte du pub s'était ouverte. Pendant un instant, un épais rayon de soleil transperça la poussière et divisa la salle en 2, avant de disparaître, occulté par lui qui entrait. Il y eut d'abord Tine et Lavande, suivi de près par Parvati et Padma Patil. En compagnie de Harry sentit son estomac faire un saut périlleux. Chaud. Et l'une de ses habituelles amies, spécialisée dans les gloussements, venait ensuite, toute seule, et si rêveur qu'elle aurait pu entrer là par hasard, l'une à l'autre coude. Puis, Cathy Bell, Alicia Spinett et Angelina Johnson, Colin et Dennis Scriver, Ernie Macmillan, Justin Fletcher, j'arriverai
jamais son nom. Anna Abbott, de pauvres souffles avec une longue nappe d'eau, et dont Harry ignorait le nom. 3 garçons de serre d'aigle qui s'appelaient, il en était presque sûr, Anthony Goldstein, Michael Corner et Terry Bott. Ginny immédiatement suivit un garçon blond, grand et maigre, le nez en trompette, que Harry reconnut vaguement pour l'avoir vu jouer dans l'équipe de Quidditch de Poufsouffle. Et enfin, fermant la marche, les George Weasley accompagnés de leur ami Lee Jordan, tous trois chargés de grands sacs en papier remplis de marchandises achetées chez son oncle. 2 ou 3 personnes, dit Harry, d'une voix rauque en s'adressant à Hermione. 2 ou 3 personnes. En fait, on dirait que l'idée a eu pas mal de succès, répondit-elle d'un ton joyeux. Ron, tu veux bien aller chercher d'autres chaises? Le barman s'était figé sur place, alors qu'il essuyait un verre avec un torchon si sale qu'il semblait n'avoir jamais été lavé. L'homme n'avait sans doute jamais vu son pub aussi plein. Bonjour, dit Fred, qui fut le premier à arriver au bar et compta rapidement le nombre de ses camarades. Nous voudrions 25 bières au beurre, s'il vous plaît. Le barman le regarda un instant, avec des yeux flamboyants, puis, jetant le torchon d'un air agacé, comme si on l'avait interrompu dans une tâche importante, il entreprit de passer à Fred des bouteilles poussiéreuses qu'il prenait sous le comptoir. Merci, dit Fred en les distribuant. Allongez la monnaie, s'il vous plaît, je n'ai pas assez d'or pour payer tout ça. Garda d'un air hébété, les élèves prirent leurs pierres des mains de Fred et fouillaient dans leur robe de sorcier à la recherche de monnaie. Il n'arrivait pas très bien à imaginer pour quelle raison tous ces gens étaient venus ici jusqu'à une horrible pensée lui vienne à l'esprit. Peut-être s'attendait-il à ce qu'il leur fasse un quelconque discours. Harry se tourna. Qu'est-ce que tu leur as raconté? dit-il à voix basse. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je te l'ai dit, ils veulent simplement écouter ce que tu as à leur dire, répondit Hermione d'un ton apaisant. Mais Harry continuait de la regarder avec une telle expression de fureur qu'elle s'empressa d'ajouter. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'instant, c'est moi qui leur parlerai d'abord. Salut Harry, dit Neville, le visage rayonnant, en venant s'asseoir face à lui. Harry s'efforça de rendre son sourire, mais ne répondit pas un mot. Il avait la bouche extraordinairement sèche. Jo venait de lui sourire et s'était assise à la droite de Ron. Son ami, qui avait les cheveux bouclés d'une couleur blonde, tirant sur le roux, ne souriait pas du tout. Elle lança à Harry un regard méfiant qui signifiait clairement qu'elle ne serait pas venue si elle avait eu son mot à dire. Par groupe de 2 ou 3, les nouveaux arrivants s'installèrent autour de Harry, Ron et Hermione. Certains paraissaient surexcités, d'autres simplement curieux. Luna Lovegood, elle, regardait dans le vide d'un air rêveur. Lorsque tout le monde prit une chaise, les bavardages s'évanouirent et tous les yeux se fixèrent sur Harry. Dit Hermione, d'une voix dont la nervosité rendait légèrement plus aiguë qu'à l'ordinaire. Eh bien, bonjour. Le groupe reporta son attention sur elle, mais les regards continuaient de se tourner régulièrement vers Harry. Alors, bon, vous savez pourquoi vous êtes ici. Donc Harry a eu l'idée, Harry venait de la fusiller du regard. J'ai eu l'idée que ce serait peut-être bien pour les gens qui veulent étudier la défense contre les forces du mal. Et je veux dire étudier vraiment. Pas se contenter des idioties que nous a fait faire Ombrage. La voix d'Hermione devient soudain beaucoup plus forte et plus assurée. Parce qu'on ne peut pas appeler ça des cours de défense contre les forces du mal. Bravo, dit Anthony Goldstein, ce qui donna du courage à Hermione. Donc, j'ai pensé que nous devrions peut-être prendre nous-mêmes les choses en main. Elle marqua une pause, lança un regard en biais à Harry, puis continua. J'entends par là apprendre pour de bon, pas seulement en théorie, mais en jetant réellement des sortilèges. Tu veux quand même réussir l'épreuve de défense le jour des puces, non? Dit Michael Corner. Et coucou, Négasio, comment ça va? Ça va bien, tranquillement. Installe-toi bien. Bien entendu, répondit aussitôt Hermione.
Mais plus encore, je veux suivre un véritable entraînement défensif. Parce que... Elle prit une profonde inspiration avant d'achever sa phrase. Parce que Lord Voldemort est de retour. La réaction fut immédiate et prévisible. L'ami de Joe poussa un hurlement aigu et renversa de la bière au beurre sur sa robe. Terry Potter eut une sorte de spasme. Padma Patil frissonna des pieds à la tête et Neville laissa échapper un étrange glapissement qu'il parvint à transformer en doux. Tout le monde, cependant, regarda fixement Harry avec une certaine avidité. Enfin, c'est notre projet en tout cas, reprit Hermione. Si vous décidez de vous joindre à nous, il faudra voir comment nous ferons pour eux. Où est la preuve que tu sais qui est de retour demanda d'un ton assez agressif le garçon blond qui jouait dans l'équipe de Poufsouffle. Eh bien, Dumbledore le croit, commença Hermione. Tu veux plutôt dire que Dumbledore le croit lui, dit le garçon blond en désignant Harry d'un signe de tête. Et toi, tu es qui demanda Ron d'un ton assez grossier. Zacharias Smith, répondit le garçon, et j'estime que nous avons le droit de savoir exactement ce qui lui fait dire que tu sais qui est de retour. Écoute, reprit aussitôt Hermione, ce n'est pas vraiment l'objet de cette réunion. Laisse Hermione, dit Harry. Il venait de comprendre pourquoi tant de gens étaient venus jusqu'ici. Hermione aurait dû s'en douter. Certains d'entre eux, peut-être même la plupart, espéraient entendre Harry leur faire un récit de première main de ce qui lui était arrivé. Ce qui me fait dire que vous savez qui est de retour, demanda-t-il en regardant Zacharias droit dans les yeux. C'est que je l'ai vu, mais Dumbledore a déjà raconté l'année dernière à toute l'école ce qu'il s'était passé. Et si vous ne l'avez pas cru lui, alors vous ne me croirez pas. Et je n'ai pas du tout l'intention de perdre l'après-midi à essayer de convaincre qui que ce soit. Tout le monde semblait retenir son souffle pendant que Harry parlait. Il avait l'impression que même le barman l'écoutait. Il le voyait essuyer le même verre avec son torchon crasseux en les salissant un peu plus à chaque geste. Tout ce que Dumbledore nous a dit l'année dernière, répliqua Zacharias avec dédain, c'est que Cédric Diggory a été tué par tu sais qui et que tu as ramené son corps à Poudlard. Il ne nous a donné aucun détail. Il ne nous a pas expliqué comment Diggory avait été tué et je pense que nous aimerions tous le savoir. Si tu es venu pour entendre raconter ce qu'il se passe exactement quand Voldemort assassine quelqu'un, je ne peux rien pour toi, l'interrompit Harry. Sa colère, toujours prête à exploser ces temps derniers, montait à nouveau en lui. Il ne détacha pas les yeux du visage agressif de Zacharias Smith, bien décidé à ne surtout pas regarder Joe. Je ne veux pas parler de Cédric Diggory, d'accord? Alors ceux qui sont venus pour ça, vous pouvez repartir tout de suite. Il lança un regard furieux en direction d'Hermione. Tout cela était de sa faute, pensa-t-il. Elle avait voulu l'exhiber comme une sorte de phénomène de foire, et bien sûr, ils s'étaient tous précipités pour voir s'il avait vraiment des choses si extraordinaires à raconter. Mais personne ne se leva pour partir, pas même Zacharias Smith, qui continuait de fixer Harry d'un regard intense. Donc, reprit Hermione la voix suraiguë. Comme je le disais, si nous voulons apprendre à nous défendre, nous devons nous organiser, décider de la fréquence des cours, de l'endroit où. C'est vrai que tu arrives à faire apparaître un patronus, demanda Harry. La maîtresse. Un murmure intéressé s'éleva du groupe. Oui, répondit Harry, un peu sur la défensive. Un patronus corporel. L'expression évoqua quelque chose dans la mémoire de Harry. Tu ne connaîtrais pas Mrs. Bones par hasard, demanda-t-il. La fille eut un sourire. C'est ma tante, dit-elle. Je m'appelle Suzanne Bones. Elle m'a parlé de ton audience disciplinaire. Alors c'est vrai, tu as fait apparaître un patronus en forme de cerf. Oui. Ça alors, Harry, s'exclama Lee. L'air très impressionné. Je ne savais pas du tout. Maman a demandé à Ron de ne pas répandre la nouvelle, déclara Fred en souriant à Harry. Elle dit que tu attires suffisamment l'attention comme ça. Elle n'a pas tort, marmonna. Il y eut quelques éclats de rire. La sorcière voilée
remua légèrement sur sa chaise. Tu as vraiment tué un basilic avec l'épée qui se trouve dans le bureau de Dumbledore demanda Terry Bott. C'est ce que m'a dit l'un des portraits quand je suis allé là-bas. Ah, oui, c'est vrai, répondit Harry. Juste un Finch Fletcherley, j'arriverai jamais son nom, émit un sifflement. Les frères Criver échangèrent des regards ébahis et la Brown laissa échapper un wow à niveau. Harry éprouvait à présent une sensation de chaleur autour du cou. Il était toujours résolu à regarder n'importe où, sauf en direction de Cho. Et à la fin de notre première année d'Innoville, en s'adressant à tout le monde, il a j'ai la pierre phénoménale, philosophale, souffla Hermione. Ça oui, à vous savez qui, à Schvanaville. Anne Abbott ouvrit des yeux ronds comme des galions. Et il ne faut pas oublier, dit Cho. Les yeux de Harry se tournèrent instantanément vers elle. Cho le regardait en souriant, et son estomac fit un nouveau saut périlleux. Toutes les tâches qu'il a accomplies l'année dernière pendant le tournoi des trois sorciers, en affrontant des dragons, des cèdres de l'eau, la gourmandule et tout le reste. Un murmure approbateur et admiratif s'éleva autour de la table. Harry sentit ses entrailles se tordre. Il s'efforça de contrôler l'expression de son visage pour n'avoir pas trop l'air content de lui. Les louanges de Cho rendaient infiniment plus difficile à prononcer les mots qu'il s'était juré de dire devant eux. Écoutez, reprit-il, et tout le monde se tut à l'instant même. Je ne veux pas jouer les faux modestes, mais j'ai toujours bénéficié de beaucoup d'aide au moment où je faisais tout ça. Pas avec le dragon en tout cas, dit aussitôt Michael Corner. Ça, c'est une sacrée démonstration de vol. Bon d'accord, admit Harry, en sentant qu'il ne servirait à rien de le nier. Et personne ne t'a aidé à te débarrasser de ces détraqueurs l'été dernier, fit remarquer Susan Potts. Non, reconnu Harry. Bon, ok. Je sais que j'ai réussi à faire certaines choses sans aucune aide. Mais je ne voudrais pas vous faire... Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que... Tu essayes de te défiler pour ne pas nous montrer que tu ne sais rien faire, intervient Zachariah Smith. Tiens, j'ai une idée pour toi, dit Ron à haute voix, avant que Harry ait pu répondre. Et si tu la fermais? Peut-être que l'expression se défiler avait particulièrement choqué Ron. En tout cas, il regardait à présent Zacharias comme si rien ne lui aurait davantage plaisir que de l'assommer. Zacharias devint écarlate. Enfin quoi, dit-il, on vient tous ici pour qu'il nous apprenne des choses là-dessus, et il nous raconte qu'il ne sait rien faire du tout. Ce n'est pas ce qu'il a dit, grogna Fred. Tu veux qu'on se charge de te laver les oreilles? Demanda George en sortant d'un de ses sacs de chez Zonko un long instrument de métal à l'aspect meurtrier. Ou n'importe quelle autre partie de ton corps, nous, on n'est pas difficile. On veut bien te coller ça où tu voudras, ajouta Fred. Bien, alors, reprit précipitamment Hermione, essayons d'avancer. Le premier point, c'est nous sommes tous d'accord pour suivre des cours que nous donnerait Harry. Il y eut un murmure général d'approbation. Zacharias croisa les bras sans rien dire, trop occupé sans doute à surveiller l'instrument que Fred tenait à la main. Bien, dit Hermione soulagée, que quelque chose ait enfin été décidé. Alors la question suivante, c'est à quel rythme va-t-on le faire? À mon avis, séance par semaine, sinon ça ne vaut pas le coup. Coupa Angelina. Nous devons être sûrs que ça ne va pas se télescoper avec nos entraînements de Quidditch. Ni avec les nôtres, dit Cho. Ni avec le nôtre, ajouta Zachariah Smith. Je suis certaine qu'on peut trouver une soirée qui convienne à tout le monde, dit Hermione, un peu agacée. Vous savez, c'est quand même assez important. Il s'agit d'apprendre à nous défendre contre les mange-morts de Voldemort. Bien dit, aboya Liam, dont Harry s'était attendu à ce qu'il intervienne bien avant. Personnellement, je pense que c'est très important, peut-être même plus important que tout ce que nous aurons à faire d'autres cette année, même avec les bus qui nous attendent. Il promena autour de lui un regard impérieux, comme s'il s'attendait à ce que tout le monde s'écrie « Sûrement pas ». Mais voyant que personne ne disait rien, il poursuivit. En ce qui me concerne, je ne comprends pas pourquoi le ministère nous a imposé un professeur aussi incompétent dans une période aussi critique. De toute évidence, il nie le retour de vous savez qui, mais de là à nous donner un enseignant qui nous
nous empêche systématiquement d'utiliser la magie. Nous pensons que la raison pour laquelle Ombrage ne veut pas nous former de la défense contre les forces du mal, dit Hermione, c'est qu'elle a une sorte d'idée folle sur laquelle Dumbledore pourrait se servir des élèves de l'école pour constituer une sorte d'armée privée. Elle pense qu'il cherche à nous mobiliser contre le ministère. Tout le monde, ou presque, sembla stupéfait. Tout le monde, sauf Luna Lovegood qui lança. C'est assez normal après tout. Cornelius Fudge, lui aussi, dispose de sa propre armée. Quoi ? S'exclama Harry abasourdi. Oui, il a une armée d'héliopathes, déclara solennellement Luna. Non, ce n'est pas vrai, répliqua Hermione d'un ton sec. Bien sûr que si, insista Luna. C'est quoi des héliopathes ? Demanda Neville intrigué. Ce sont des esprits du feu, dit Luna, dont les yeux exorbités s'arrondirent en lui donnant l'air plus fou que jamais. De grandes créatures s'enflammaient, qui galopent droit devant elles en brûlant tout sur leur passage. Ces créatures n'existent pas, Neville, affirma Hermione d'un ton acerbe. Si, elles existent, protesta Luna avec colère. Je suis navrée, mais tu as la preuve de leur existence, demanda Hermione. Il y a plein de témoignages. Tu es tellement borné qu'il faut toujours que qu'il faut que tout te mette sous le nez pour que tu y crois. Dit Ginny, dans une si bonne imitation du professeur Ombrage que plusieurs d'entre eux se tournèrent vers elle d'un air affolé avant d'éclater de rire. N'étions-nous pas en train de décider du rythme de nos cours de défense ? Si, dit aussitôt Hermione, tu as raison, Ginny. Une fois par semaine, ça paraît bien, approuva Lee Jordan. Du moment que... commença Angelina. Oui, on est au courant pour le Quidditch, l'interrompit Hermione d'une voix tendue. Bon, l'autre chose à déterminer, c'est l'endroit où ça se passera. La question était plus difficile, et tout le monde garda le silence. La bibliothèque, suggéra Katy Bell au bout d'un moment. Je ne pense pas que Madame Pince sera vraiment enchantée de nous voir pratiquer des maléfices dans la bibliothèque, dit Harry. Peut-être une classe non utilisée, proposa Dean. Oui, approuva Ron. McGonagall nous laissera peut-être utiliser la sienne. Elle l'avait fait quand Harry s'entraînait dans le tournoi des 3 sorciers. Mais Harry était sûr que McGonagall ne se montrerait pas aussi accommodante cette fois-ci, car malgré tout ce qu'Hermione avait dit sur les études et leurs devoirs qu'on pouvait faire collectivement, il avait la nette impression que ce groupe-là serait considéré comme beaucoup trop subversif. Bon, alors on essayera de trouver autre chose, dit Hermione. Nous enverrons un message à tout le monde lorsque nous aurons fixé une date et un lieu pour le premier rendez-vous. Elle fouilla dans son sac, en sortit une plume et un parchemin, puis hésita un instant, comme si elle se préparait à dire quelque chose qui ne plairait pas forcément à tout le monde. Je crois que nous devrions tous écrire notre nom, simplement pour savoir qui est présent à cette première rencontre. Mais je pense également, elle prit une profonde inspiration, que nous devons tous promettre de ne pas crier sur les toits que nous avons l'intention de faire. Donc, si vous signez, vous engagez à ne rien révéler de ce que nous préparons, ni à Ombrage, ni à quiconque d'autre. Fred tira la main vers le parchemin et écrivit son nom de bonne grâce, mais Harry remarqua que certains ne paraissaient pas guère enthousiastes à l'idée d'ajouter leur nom à la liste. Dit lentement Zacharias sans prendre le parchemin que Georges lui passait. En fait, il suffira qu'Ernie me dise à quel moment aura lieu la prochaine réunion. Mais Ernie, lui aussi, avait l'air d'hésiter à signer. Hermione le regarda en haussant les sourcils. Enfin bon, nous sommes préfets, s'exclama Ernie. Et si jamais cette liste était découverte, je veux dire, tu nous as averti toi-même si Ombrage s'aperçoit. Tu viens d'affirmer que ce groupe était la chose la plus importante que tu aurais à faire cette année, lui rappela Harry. Oui, répondit Ernie. Oui, je le crois. Simplement... Ernie, tu penses vraiment que je vais m'amuser à laisser traîner cette liste demanda Hermione avec mauvaise humeur. Non, bien sûr que non, répondit Ernie, qui sembla un peu moins anxieux. Oui, bien sûr, je vais signer. Après Ernie, plus personne ne souleva d'objection. Mais Harry vit l'ami de Cho lui lancer un regard de reproche
avant d'ajouter son nom à la liste. Lorsque la dernière personne, en l'occurrence Zacharias, eut signé, Hermione reprit le parchemin et le glissa précautionneusement dans son sac. Un sentiment étrange parcourait à présent l'assistance. C'était comme s'ils avaient signé une sorte de contrat. Bon, le temps passe, dit brusquement Fred en se levant. Georges, Lee et moi devons faire des achats d'une nature quelque peu délicate. Alors, à plus tard. Par groupe de 2 ou 3, les autres s'en allèrent à leur tour. Joe prit tout son temps pour fermer son sac, le visage caché derrière un long rideau de cheveux noirs, mais son ami était resté à côté d'elle, bras croisés, et claquait la langue d'un air impatient, si bien que Joe fut contrainte de la suivre. Tandis qu'elle l'entraînait vers la porte, Joe regarda par-dessus son épaule et adressa un signe de la main à Harry. « Je crois que ça s'est bien passé, dit Hermione, d'un ton joyeux quelques instants plus tard. » Tous trois avaient quitté la tête du sanglier et marchaient au soleil. Harry et Ron tenaient toujours à la main leur bouteille de bière au beurre. « Ce Zacharias est un vrai furoncle, dit Ron en regardant d'un œil noir la silhouette de Smith qu'on apercevait au loin. « Moi non plus, je ne l'aime pas beaucoup, dit Hermione, mais il m'a entendu parler à Lee et à la table des Poufsouffles, et il avait l'air d'avoir très envie de venir. Alors qu'est-ce que je pouvais dire? En fait, mieux ça vaut. Par exemple, Michael Corner et ses amis ne seraient pas venus si Michael ne sortait pas avec Ginny. » Ron, qui était en train de boire la dernière goutte de sa bouteille, avala de travers et aspergea de bière au beurre le devant de sa robe. « Il quoi ?» bredouilla-t-il, scandalisé, les oreilles semblables à 2 tranches de bœuf cru. « Elle sort avec. Ma sœur sort. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Michael Corner ?» C'est précisément pour ça qu'il était là avec ses amis. Bien sûr, ça ne l'intéresse d'apprendre à se défendre, mais si Ginny n'avait pas dit à Michael ce qu'il se préparait... Et quand est-ce ils se sont rencontrés au bal de Noël et ont décidé de rester ensemble à la fin de l'année dernière, répondit posément Hermione. Moustique là. Je l'ai perdu encore. Ils avaient rejoint la grande rue à présent et Hermione s'arrêta devant le magasin de plumes Scriben-Pen, dont la vitrine exposait d'élégantes plumes de faisan. J'aurais bien besoin d'une nouvelle plume, dit-elle. Elle entra dans la boutique, suivie de Harry et de Ron. « C'est lequel, Michael Corner ?» demanda Ron furieux. « Le brun, » répondit Hermione. « Il ne me plaît pas du tout, dit aussitôt Ron. « Ça c'est étonnant, » murmura Hermione. « Je croyais qu'elle avait un faible pour Harry, » dit Ron, qui suivait Hermione d'une rangée de plumes présentées dans des pots de cuivre. Hermione hocha la tête en le regardant avec une certaine commisération. Ginny avait un faible pour Harry, mais elle a renoncé à lui il y a plusieurs mois. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, bien sûr, ajouta-t-elle aimablement à l'adresse de Harry, tout en examinant une longue plume noire. Harry, dont l'esprit était tout entier occupé par le sigle de la main de Joe, lui avait adressé en partant, ne trouvait pas le sujet aussi intéressant que Ron, qui tremblait littéralement d'indignation, mais leur pensa un détail auquel il n'avait pas prêté attention jusqu'à présent. « C'est pour ça qu'elle me parle maintenant, » dit-il à Hermione. « D'habitude, elle ne disait jamais rien devant moi. »« Exactement, » répondit Hermione. « Bon, je crois que je vais prendre celle-ci. » Elle alla au comptoir et donna les 15 mornilles et 2 noises que coûtait la plume. Derrière elle, Ron, qui ne la lâchait pas d'un pas, respirait bruyamment dans sa nuque. Il était si près qu'elle lui marcha sur le pied en se retournant. « Ron, dit-elle d'un ton sévère, voilà exactement la raison pour laquelle Ginny ne t'a pas raconté qu'elle sortait avec Michael. Elle savait que tu le prendrais mal. Alors, pour l'amour du ciel, cesse de radoter ça. » « Qu'est-ce que ça signifie? Qui prend mal les choses? Je ne radote pas du tout, » marmonna Ron tout au long de la grande rue. Hermione se tourna vers Harry en levant les yeux au ciel, tandis que Ron continuait de grommeler des imprécations contre Michael Corner. Puis, lui demanda à mi-voix, en parlant de Michael et Ginny. « Comment ça va entre Joe et toi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» répondit précipitamment Harry. Ce
voilà, j'ai fini pour ce soir. Je suis crevé de chaud, là, je bout de ma vie. Suite, du coup, ce sera mardi prochain. Parce que dimanche, ASMR, je serai en live sur Sea of 6. Voilà. Je dis Twitch normalement. Je vous tiendrai au courant. Enfin, sur le Discord, vous avez le programme de toute façon. Vous avez aussi le programme sur la chaîne Twitch, bien sûr. Mais du coup, à la suite du bouquin, ce sera mardi prochain. Donc, je lis 2 chapitres hein, parce que le livre 5 il est extrêmement long, je trouve. Et puis voilà. Et là, je suis quand même toujours très fatigué. La chaleur, ça aide pas du tout. Je sais pas comment c'est chez vous, mais voilà. J'ai chaud. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup à tout le monde d'être resté, c'est très gentil. Ah ouais, je peux plus. Quel dommage qu'on puisse pas streamer à poil, vraiment. Je déconne, évidemment. Je vous mets des bisous. Je vais couper le stream pour vous déshabiller et mettre sous le ventilo. et puis voilà, des bisous à tout le monde. La suite mardi pour la SMR, sinon je suis en live toute la semaine, sauf jeudi cette semaine. À demain. Yakuza, comment j'ai pu oublier. Yakuza Like a Dragon si ça vous intéresse d'avoir un peu de gaming. Voilà. Des bisous à tous et à demain ou à la semaine prochaine pour ceux qui ont envie de revenir. Des bisous. Oui, désolé Universe. Désolé vraiment, j'arrive à la fin. La suite, ce sera mardi prochain si ça t'intéresse. Des bisous. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les rediffs sur YouTube. Si pour ceux que ça aide à concentrer. Hop. Ça sur YouTube, ça met tous les bouquins depuis le premier.